Bonjour et bienvenue dans les 4V, Maude Bréjon. Bonjour. Il y a une polémique qui monte concernant l'hommage national qui sera rendu aux Invalides mercredi aux 42 Français tués après les attaques du Hamas. C'était le 7 octobre dernier en Israël. Certaines familles de victimes ne souhaitent pas que des élus LFI soient présents à cet hommage parce qu'ils ont refusé, disent-ils, de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent venir, qu'ils seront à leur place, ces élus LFI, dans la cour des Invalides ? D'abord, je voudrais commencer en ayant une pensée pour l'ensemble des victimes et pour leurs familles, spécifiquement évidemment pour les victimes françaises et puis pour les 3 otages qui sont encore retenus là-bas. Que vous dire ? On a un parti politique, la France Insoumise, qui a refusé effectivement de qualifier le Hamas de groupe terroriste. C'est d'un cynisme absolu que de vouloir ensuite venir à cet hommage-là. Du reste, moi je pense qu'on n'a pas intérêt à polémiquer parce que ce qui se joue derrière ce moment de commémoration, ce moment d'unité, ce moment de recueillement, avec des douleurs extrêmement vives pour les familles, doit évidemment primer sur le reste. Voilà, je crois un parti politique qui n'en vaut pas la peine ne doit pas prendre la lumière dans un événement aussi important. Il n'est pas question de transformer un moment d'hommage national en un moment politique, a précisé Emmanuel Bompard, le coordinateur de LFI hier. Qui transforme ce moment en un moment politique ? Donc pour vous, ils sont à leur place, enfin, c'est à eux de choisir, on comprend pas. Moi, je trouve que, encore une fois, je trouve que c'est d'un cynisme absolu que de prétendre participer à cet hommage, vu les paroles, vu les insinuations qui ont été les leurs depuis plusieurs mois maintenant. Mais voilà, il y a un cadre qui est celui fixé par la présidence de la République. Et donc, on a les chefs de parti et les présidents de groupes politiques qui sont invités. À mon sens, il ferait mieux de rester chez eux. La crise agricole est au moins provisoirement derrière nous, Maude Bréjon, mais au prix de certains renoncements, notamment sur les questions environnementales. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Attention, le gouvernement s'assoit sur l'urgence écologique » ? Non, alors d'abord, il n'y a pas de renoncement. Je voudrais être extrêmement clair. Il y a un report. Il y a un report. Les agriculteurs ne s'opposent pas à l'écologie. Les agriculteurs, ils sont en première ligne face à l'écologie. D'abord au quotidien. Je ne dis pas que les agriculteurs s'opposent à l'écologie, je dis que le gouvernement s'assoit sur les questions écologiques. C'est pas tout à fait pareil. Je vais vous le dire autrement. Cette petite musique qu'on entend depuis quelques jours et qui consiste à opposer l'agriculture et l'écologie est un non-sens, parce qu'ils sont en première ligne face aux effets du réchauffement climatique, et puis parce que c'est des gens qui, intrinsèquement dans leur profession, sont à l'écoute de leur sol, de leur biodiversité, de l'évolution du climat, des impacts que ça peut avoir sur les récoltes. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit au fond, sans changer nos objectifs, et ça c'est très important, sans changer nos objectifs en matière de réduction dans l'utilisation des produits phytosanitaires, on marque un petit temps d'arrêt de quelques semaines. On ne jette pas à la poubelle le plan Écophyto pour réfléchir. Je sais, j'ai entendu. Vous l'avez entendu. Je l'ai entendu. L'expert du GIEC qui disait c'est toujours l'écologie qui trinque à la fin et qui perd. Pour réfléchir avec les agriculteurs à comment est-ce qu'on colle davantage à leurs problématiques de terrain. Il ne s'agit pas de revenir sur les objectifs, absolument pas. Donc et moi, je vais vous dire, le plan Écophyto, il sera confirmé. Je vais vous dire, il sera confirmé. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Et je vais vous dire, moi, je ne serais pas engagée aux côtés du président de la République si je n'avais pas l'absolue certitude que l'écologie était dans les priorités numéro 1. Et on y sera, je pense, particulièrement vigilant au sein du Parlement, avec des collègues de tous bords politiques, d'ailleurs, je pense. Et encore une fois, il n'est pas question de mettre en cause les agriculteurs, mais bien de traiter un problème qui nous concerne tous. Vous êtes Maude Bréjon, députée des Hauts-de-Seine. Les 4 groupes de gauche ont déposé une motion de censure contre le gouvernement Attal pour essayer de le faire tomber. Elle sera mise au vote tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression d'être utile au Parlement ? Oui, moi j'ai l'impression d'être utile au Parlement. On parlait d'écologie, vous voyez, quand on relance l'énergie nucléaire comme on l'a fait, quand on vote des lois pour promouvoir le développement des énergies renouvelables, quand on vote des budgets pour accélérer la rénovation thermique, qu'on a 32 ans, qu'on fait un petit peu partie de ces générations climat, enfin j'espère, eh ben on a le sentiment d'être utile. Du reste, pour répondre à votre question... Je vous pose la question parce que je prends un exemple. La réforme de l'aide médicale d'État, l'AME, qui avait été promise par Elisabeth Borne, finalement elle se fera par la voie réglementaire, autrement dit par décret. Vous dites quoi ? Peu importe le flacon, ou vous, en tant qu'élu et que député, ça vous met de mauvais poil ? Non, parce que moi je pense qu'un cap politique, qu'une direction politique, c'est pas un millefeuille de projet de loi. Vous voyez, l'objectif derrière, c'est d'avoir des dispositions qui sont intelligentes et efficaces. Donc qu'une partie passe par la loi. Débattre de l'aide médicale d'État, c'est comme débattre de l'immigration, c'est comme débattre des retraites, ça fait partie des sujets qui concernent tout le monde. Mais je suis bien d'accord. D'ailleurs, si on n'avait pas eu une motion de rejet votée à l'Assemblée nationale, on aurait pu débattre de l'immigration pendant 2 semaines. Donc les députés d'opposition qui se plaindront demain qu'on n'arrive pas à débattre de l'AME sont les mêmes qu'on
empêché le débat il y a quelques semaines. Mais certains disent que c'est de l'anti-parlementarisme de passer par la voie réglementaire. Regardons combien on a voté de lois depuis le début de la mandature. J'ai même plus le nombre. Une soixantaine de lois, quelque chose comme ça. Et on va continuer à le faire à l'Assemblée nationale. On a même la possibilité, en tant que parlementaire, de déposer des propositions de loi en notre nom. Qu'une partie passe par voie réglementaire, ça me choque pas. Ça me choque pas, mais surtout ça a toujours été le cas. En fait, il y a une partie des évolutions et des projets des présidents de la République qui sont votés et d'autres qui se font par décret ou par voie réglementaire. Rien de neuf sous le soleil. Vous avez reçu un coup de fil de Gabriel Attal ces dernières heures ou pas, vous? Non, j'ai pas reçu de coup de fil de Gabriel Attal. Parce que vous n'avez pas échappé qu'il manque encore la moitié du gouvernement. C'est un problème, plus de 3 semaines après la nomination du Premier ministre, qu'on n'ait que la moitié de l'équipe? Non, parce qu'on a eu d'abord un temps, je pense, d'installation pour les ministres qui ont été nommés. On a des ministres de grande qualité, certains qui ont été reconduits, d'autres qui sont arrivés. Il y a aussi eu des urgences, vous en avez beaucoup parlé, je pense, avec la crise agricole. Et puis, moi, je comprends que tout ça nécessite un temps de réflexion. Je vais déclencher l'alerte élément de langage, faites attention. Comment vous aimeriez le voir s'élargir, ce gouvernement? C'est pas à moi de le dire. Vous pourrez me dire alerte élément de langage, mais pour le coup, moi j'ai toujours estimé que ça relevait du président de la République en lien avec le Premier ministre et qu'un parlementaire n'a pas de la majorité n'a pas à s'exprimer sur la direction qu'il souhaite prendre. Vous êtes engagé pour En Marche à l'époque, qui est devenu Renaissance, qui avait théorisé victorieusement d'ailleurs le dépassement des clivages. Aujourd'hui, le gouvernement, comme les discours, penche clairement à droite. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça ou est-ce qu'il faut rééquilibrer un peu par rapport au macronisme originel? Non, parce que moi je pense que c'est assez équilibré au regard de ce qu'attendent les Français. Au fond, on a toujours dit quoi? On a toujours dit, nous, on est prêts à travailler avec l'ensemble des femmes et des hommes de bonne volonté qui partagent majoritairement notre projet et nos valeurs. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans ce gouvernement et je ne doute pas que ce sera le cas demain une fois son élargissement réalisé, pour reprendre votre mot. Si Emmanuel Macron vous appelait, contrairement à Gabriel Attal, et vous demandait un conseil sur le cas de la ministre de l'Éducation nationale et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, vous lui diriez quoi? Je pense qu'Amélie Oudéa-Castéra est une femme de grande qualité. Elle a effectivement commis une maladresse, elle s'en est excusée. J'aime pas trop la chasse à l'homme qui a lieu depuis quelques semaines maintenant. C'est une femme qui travaille beaucoup, qui a été sincère, je crois, dans ses réponses. Moi j'ai envie qu'on avance. Ce qui compte, à mon avis, c'est la réussite des élèves. Ouais. Ce qui compte, c'est la réussite des élèves. Et je pense que c'est pour ça qu'Amélie Oudéa-Castéra se lève le matin. Vous n'avez pas échappé qu'il y a un renard politique qui rôde, qui s'appelle François Bayrou, qui attend son jugement aujourd'hui. Et on sait que s'il est relaxé, peut-être il se dirait que l'éducation nationale, ça pourrait lui plaire. Pas toujours écouter les journalistes. C'est de la rumeur, ça? J'en sais absolument rien. Ouais. Et vous savez très bien, de toute façon, que je ne le sais pas. Bon, est-ce que vous connaissez la date des élections européennes, Maud Bréjon? Oui, c'est le 9 juin. Très bien. Et ça, c'était la question facile. Est-ce que vous connaissez le nom de votre tête de liste, alors? Pas encore. Alors pourquoi? Ça sera qui? Écoutez, d'abord... Nous, on a toujours été extrêmement clairs sur notre positionnement. Depuis 2017, Emmanuel Macron a incarné cette famille politique pro-européenne. Donc en fait, on est très clair et très lisible sur les valeurs qu'on porte, sur l'idée que la France ne peut pas être forte si l'Europe n'est pas grande, que l'un va avec l'autre, et que les enjeux majeurs, en tout cas moi c'est ma conviction, qui sont ceux de l'écologie, on en parlait, de l'immigration, se règlent, ou en tout cas trouvent leur réponse à l'échelle de l'Union européenne. Moi, je suis très bien au Parlement. Vous ne voulez pas y aller non plus. Bon. Mais laissez-moi terminer, parce que ce qui compte, c'est quand même le fond. Donc, on reste droit dans nos bottes sur nos visions, et le temps de la tête de liste et de la liste arrivera. Mais je note votre impatience. En quelques mots, vraiment pour finir, je vous ai vu réagir beaucoup pendant la chronique d'Axel de Talay sur le vote sur les SUV à Paris et les stationnements plus chers pour les non-parisiens qui viendraient stationner à Paris. Oui, parce que moi je suis députée francilienne, donc j'estime qu'une règle qui s'applique aux habitants de ma circonscription, à Antony par exemple, cette règle doit être la même à Paris. Ça, c'est une première chose. Du reste, sur le fond, que les personnes qui polluent davantage contribuent davantage, je pense que ça va dans le sens de l'histoire. Sur la forme, c'est ni fait ni à faire. Il y a eu, je crois, très peu de débats. Je n'ai pas vu de débat contradictoire. On se retrouve avec un taux de participation à 5%, avec une question qui était peu ou prou pour ou contre les méchants. Je pense que ce n'est pas une grande réussite démocratique. Merci beaucoup, Maud Bréjon, d'être venue dans les cadres. Bonne journée à vous. Merci. Merci.